Donc c'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai et c'est sorti en 2000. Ça raconte comment une relation, elle se crée sans même qu'on s'en rende compte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Nouvel épisode spécial. Ouais. Un peu improvisé, mais on est très contente de le faire parce que c'est sur un sujet dont on vous a déjà parlé il y a peu, dans notre épisode What We Do Here Is Go Back. Ouais. Et il s'agit d'un film. Ouais. Quel film, Clara ? Il s'agit toujours de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Voilà. Finalement, on va l'avoir notre épisode spécial In the Mood for Love. Parce que finalement, j'ai enfin eu la chance de le voir au cinéma. Ouais. Donc on pouvait pas passer à côté d'enregistrer un épisode dédié. Voilà, comme ça vous avez nos deux avis. Bon, on va essayer, hein, on va voir. Ouais. Parce que du coup, on s'est pas autant préparé que ce qu'on fait d'habitude, mais on s'est dit, là, il faut qu'on le fasse quand même. Il faut qu'on enregistre un épisode, c'est pas possible. Parce que, pour vous dire, on n'en a même pas discuté encore du film. Alors que je suis allée le voir il y a 2 jours, je me suis retenue, hein. J'ai rien dit, hein. À part que oui, bah, bien sûr, j'ai été convaincue, hein. C'est bon. J'aime ce film, voilà. Voilà, c'est acté, fin de l'épisode. Merci à tous. C'est même pas... Enfin bon, en vrai, je savais déjà que j'allais aimer. C'est même pas une surprise, mais bon, voilà. Maintenant, on va pouvoir dire pourquoi. Oui. Est-ce qu'on veut encore résumer un petit peu c'est quoi ce film ? Oui, bah oui, pour ceux qui n'auraient pas écouté la dernière fois. Donc, c'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui est un réalisateur hongkongais. Oui. Et c'est sorti en 2000. Et là, dernièrement, il est ressorti au cinéma en 4K, restauré, etc. Voilà, par la société de distribution La Rabia. Tout à fait. Merci, La Rabia, parce que bon, c'est quand même un événement, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2021, on a la chance, nous, de voir In the Mood for Love au cinéma en 4K, c'est beau, quoi. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais. C'est un film qui dure 1h38, donc ça va, je trouve que niveau longueur, c'est pas... Ouais. C'est appréciable, quoi, déjà, la durée. Oui. Même si, on va peut-être démarrer là-dessus, c'est le seul bémol pour moi de ce film, c'est un peu des moments de longueur au début. Mais voilà, une fois qu'on commence à rentrer bien dans l'intrigue et qu'on a compris ce qui se passe entre les personnages principaux et où nous amène l'intrigue, le rythme, je sais pas si on l'accepte ou si finalement on rentre dans le film suffisamment pour plus se rendre compte qu'il y a des longueurs ou je sais pas, mais ça se passe bien, quoi. Ouais. Juste, est-ce que tu veux nous résumer l'intrigue ? Résumé. Alors du coup, ça se passe à Hong Kong, puisque bien sûr c'est un film hongkongais, mais pas en l'an 2000, mais en l'an 1962. Ouais. Et on a donc 2 protagonistes qui sont Monsieur Cho, rédacteur d'un journal, et Madame Chan, qui est secrétaire. Et ils emménagent tous les deux au même moment, dans le même immeuble, chez 2 appartements voisins distincts. Donc Monsieur Cho, il va vivre chez Monsieur Ku avec sa femme aussi, Madame Cho. Ouais. Et Madame Chan va vivre chez Madame Suen avec son mari, Monsieur Chan. Et en fait, au début, on assiste à leur emménagement dans leurs nouveaux appartements. C'est là qu'on commence à assister à leurs premiers échanges un peu discrets. Mais en fait, c'est quoi l'intrigue même du film ? Et là, du coup, on spoil, hein, pour ceux qui voulaient le voir, peut-être. On vous le dit maintenant, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un spoil, parce que c'est écrit dans le... Les époux et épouses. Oui, très vite, c'est dit, en fait. Voilà, c'est le film ne parle pas de ça. Parce qu'en fait, on les voit pas du tout, on voit même pas les acteurs. Mais de quoi on parle, c'est qu'en fait, Madame Cho et Monsieur Chan, du coup... les époux respectifs de nos protagonistes se trompent lui son épouse et elle son mari respectivement, avec le voisin, quoi. Enfin voilà, quoi. En fait, ils ont une liaison. Voilà. Et en fait, Monsieur Cho et Madame Chan s'en rendent compte chacun un peu à leur tour et
Et du coup, ils commencent à être un peu confidents l'un l'autre, ouais. sur ce sujet. C'est-à-dire que déjà, ils comprennent que l'un l'a compris comme lui-même l'a compris. Et du coup, ils vont essayer j'ai envie de dire, d'encaisser ensemble, en fait. C'est un peu comment bien le vivre ou pas. Et du coup, ils vont entretenir une sorte d'amitié, quoi, au fur et à mesure dans le film. Ouais, il y a une espèce de lien qui va se tisser entre eux. Complicité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça le speech, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup, moi, les voisins. Enfin, les personnages de Madame Suen, même Monsieur Coup, la bonne ambiance dans l'immeuble, tout ça, ça me plaît bien, moi, ça. Ouais. Ça joue au mahjong toute la soirée. Voilà. Mais comment dire, je sais plus. Mais d'ailleurs, j'étais surprise parce que je savais qu'il y avait beaucoup de scènes rapprochées, si on peut dire, entre la caméra et les acteurs. Oui. Parce que j'avais vu des extraits, mais je pensais que c'était seulement un choix du réalisateur. Et en fait, on se rend compte que le choix, il va même au niveau du décor, puisque le bâtiment dans lequel ils vivent, les couloirs sont très 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 étroits. Pareil pour la cage d'escalier. Ce qui fait, et bon, ça donne une idée un peu du coup de l'architecture à Hong Kong. Voilà. Et du coup, on comprend pourquoi tous ces plans sont si rapprochés. Et voilà. Alors autant c'est un choix pour le décor, cet immeuble et ces couloirs très 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 étroits, ouais, voilà, étriqués. Mais en même temps, tu te dis bon, ça doit être aussi la réalité du terrain à Hong Kong, quoi. Oui. Voilà, c'est. Faut pas se leurrer non. Mais justement, Kar Wai en joue. Ouais, ça transmet un peu cette proximité entre les deux. Voilà, et ça aide au développement de leur relation, quoi, finalement. Parce que dans la cage d'escalier, ils sont obligés de se croiser, mais très serrés, quoi. C'est ça, ils s'effleurent, ils se touchent pas, mais... Il y a toute la tension. Ils sont même pas obligés de se regarder dans ces moments-là, tu vois, c'est... D'ailleurs, ils se regardent... Tu vois, je me rappelle que tu disais que tout se jouait dans le regard, mais en fait, j'ai réalisé qu'ils se regardent très peu. Au début, ils se regardent très peu. Ah oui, c'est normal, à la suite, oui. Ils se regardent plus, parce que justement, ils ont même compris que même entre eux, il se passe peut-être quelque chose. Oui, voilà. Donc, ouais. Mais oui, au début, ils se regardent peu, puisqu'ils sont juste voisins, donc ils mettent de la distance. C'est ça, c'est respectueux. D'ailleurs, il est très poli, Monsieur Cho, dès qu'il vient demander quelque chose à Madame et Monsieur Chan, que ce soit commander un cuiseur Harry... nouvelle génération venue du Japon, que Madame Suen elle est toute enthousiaste à l'idée de découvrir cette nouvelle technologie. Elle en croit pas ses yeux. Incroyable, l'autocuiseur. C'est très drôle, mais ouais. Non, c'est ça, au début, ils sont quand même assez... voilà. En fait, c'est malgré eux, quoi. C'est pas... Ils cherchent pas à se rapprocher. Non. Et d'ailleurs, parce que ce qui se passe dans le film, c'est qu'ils cherchent à comprendre pourquoi et comment leur époux respectif s'est mis... se sont mis à les tromper, quoi, à rentrer dans cette relation. Qui a fait le premier pas? Comment ça s'est passé? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes très marrantes là-dessus, parce qu'il joue la comédie... lui comme elle, et c'est très drôle, quoi. Ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre leur époux, quoi. Et très vite ils le comprennent que il n'y a pas de secret, en fait. C'est l'environnement et d'autres choses, peut-être la chimie et je sais moi la sympathie qui veut petit à petit, et que c'est pas l'un qui a commencé ou l'autre, c'est mutuel, quoi. C'est ça, et qu'on se rapproche avant même de s'en être rendu compte. Et c'est tellement bien. En fait, c'est ça, c'est ce film, ça raconte ça. Ça raconte comment une relation, elle se crée sans même qu'on s'en rende compte. Que ce soit d'amitié, là encore amoureuse, mais je peux dire c'est pareil en amitié, c'est pareil. Même entre les voisins, voilà. Ça me fait penser à une époque, je prenais tous les jours le train entre chez mes parents et Paris pour aller travailler, et tous les matins je croisais les mêmes personnes. Et il y avait ce truc de dire ah tiens, aujourd'hui un tel il est pas là, ah tiens c'est bizarre, lui il est pas là, il est là, tiens il se soit pas à cet endroit-là. Pose les questions. Non mais c'est vrai. Il y a une sorte de relation implicite qui se crée alors que tu leur as jamais parlé. Tu les connais pas, mais ils sont là quand même. Ils font partie de ta vie. C'est ça. C'est marrant. Oui, attends, j'avais un truc que je voulais dire mais je sais plus.
C'était un truc avec Madame Suen. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est au tout début du film, quand on en est encore vraiment à l'introduction, à la mise en place, j'ai envie de dire, de l'intrigue. Et justement, il y a tous ces moments où on les voit chacun, Monsieur Cho qui va chez Madame et Monsieur Chan, Madame Suen qui propose 1000 fois à Madame Chan de venir manger avec eux. Tous ces moments d'échange entre voisins, à chaque fois se terminent par une phrase qui est c'est normal entre voisins. Ouais, c'est vrai. Elle est beaucoup répétée. Ouais. Et pareil, ça aussi, voilà, ça montre ce que tu disais, ce côté très vite, on n'est pas obligé de parler pour créer une relation, ne se crée pas par la parole, quoi. Ouais. Elle se crée par la proximité, par contre. C'est ça. Genre, si tu côtoies quelqu'un, comme tu dis, là, en allant prendre le train, donc tous les jours, tu côtoies la personne. Tu as une proximité physique, même si une certaine distance quand même, c'est pas ton voisin ou c'est pas... Enfin, voilà. Mais il est dans ton périmètre, il est dans ta bulle, et c'est ça qui crée un lien, quoi, finalement. Ouais. Et là, de suite, hop, je pense au Petit Prince et l'histoire du renard, si tu t'en souviens, où le renard disait au prince... le secret pour se faire des amis, c'est de créer une habitude. Ah, oui. Et il disait, il faut que tu viennes tous les jours à la même heure, à tel endroit, quelque chose comme ça. Donc pas tous les jours, mais un jour précis, toujours le même, à la même heure, au même endroit, pour créer une habitude. Et comme ça, le jour où tu pourras pas venir parce que tu seras plus là, ou parce que voilà, tu seras parti continuer ta vie, là, tu vas me manquer, en fait. Ah. Ouais. Non, c'est ça le film In the Mood for Love, un peu, quoi. Et du coup, le titre, il explique bien le thème, je trouve. Ouais, complètement, ouais. Ça explique que c'est un film qui parle d'amour, tout simplement, déjà. Après, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce film ? Je sais pas, la photographie, vite fait, qui est magnifique. Oui, juste pour information, dire qu'elle a été faite par Christopher Doyle et Mark Lee Ping-bin. Ok. Moi, je voulais juste vite fait m'attarder sur Christopher Doyle parce qu'il a travaillé après encore avec Wong Kar-wai. Ah, ok. Donc lui, c'est un Australo-Hongkongais. D'accord. Qui est né en 52 à Sydney. Alors, il a l'air d'avoir eu une vie dans sa jeunesse un peu tumultueuse. Ok. Il a quitté l'Australie à l'âge de 18 ans sur un navire de commerce norvégien, déjà. Ok. Il a élevé du bétail en Israël. Ok. Il a travaillé dans des forages pétroliers en Inde. D'accord. Et il a appris la médecine chinoise aussi en Inde. Et c'est là qu'il reçoit apparemment un nom chinois qui signifie comme le vent, Du Ke Fan, je crois. Et voilà. Et après, par contre, alors comment il en vient au cinéma, je sais pas. Mais il est membre de la Hong Kong Society of Cinematographers. Ok. Voilà. Après, il a commencé à remporter des prix à force de travailler dans le cinéma, quoi, pour la photographie. Ouais. Et surtout, voilà, il a collaboré avec Wong Kar-wai aussi sur un film qui s'appelle Nos années sauvages de 91. Peut-être que tu connais, parce que je sais que tu voulais voir d'autres films de Wong Kar-wai. Celui-là, je l'ai pas vu. Et il a continué en 2004 sur le film 2046, avec Wong Kar-wai aussi. Qui est une sorte de séquelle à In the Mood for Love. Que je n'ai pas vu. Que tu n'as pas vu non plus. Non, pas encore. C'est lequel que tu as vu ? J'ai vu Chungking Express. Ah, voilà. Et après, j'ai vu aussi Happy Together. Ok. Ouais. Voilà. Il va falloir que je te rattrape. Voilà, après, qu'est-ce qu'ils disent ? Doyle utilise souvent des angles de prise de vue extrêmes et des palettes de couleurs d'avant-garde. Ça, c'est ce qu'ils disent sur sa page Wikipédia. Voilà. Ouais. Parce que vraiment, c'est ce que tu retiens du film. Enfin, avant même de l'avoir vu, quoi. C'est la qualité de la photographie et la musique. Et la musique. On peut parler de la musique. Parce que vraiment, ça aussi. J'en avais pas parlé la dernière fois, mais effectivement, c'est un élément très important. Ouais. Surtout qu'elle sert vraiment à... Il y a une musique en particulier qui sert vraiment à illustrer la relation entre Monsieur Cho et Madame Chan. Elle arrive toujours à des moments clés de leur relation. Où on sait qu'il se passe des trucs. Quand la musique est là, c'est que les scènes qui vont suivre, pendant qu'il y a la musique, vont être dédiées qu'à ces deux personnages. On va pas avoir droit aux autres... aux personnages secondaires comme les voisins ou leurs époux. Non, on sait que dans ces moments-là précis, il n'y aura que ces deux personnages, quoi. Ça leur est dédié, quoi.
Et pour dire qu'elle revient souvent, elle revient quand même 9 fois sur 1h30. Ah ouais, j'avais pas réalisé à ce point, en fait. J'aurais dit, tu vois, 5 max, mais 9, quoi. 9 fois, ouais. Et si on est d'accord, c'est bien Yumeji's Theme, du coup, de Shigeru Umebayashi. Tout à fait. Et qui est reprise, enfin, qui est la bande-son d'un autre film à la base, qui s'appelle Yumeji, de Seijun Suzuki. Bon, j'ai pas pris le temps de savoir ce que c'était ce film, mais... Moi non plus. Je pense qu'à force... Je pense qu'elle est beaucoup plus associée à In the Mood for Love. C'est ça, c'est un peu détrôné. Désolée, Yumeji. Ouais. Mais magnifique musique, d'ailleurs, que je connaissais avant même d'avoir vu le film, parce que tu l'as entendu une fois et c'est bon, tu l'as en tête, quoi. Elle a un caractère du genre, ça te hante. Ouais, et je sais pas, de suite, tu es dans le In the Mood for Love, dès que tu l'entends, quoi. T'es là, t'es en mode, ah ouais, c'est bon. C'est le gros romantisme, là. Ouais, j'ai envie d'y être, quoi, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il y a un truc auquel je m'attendais pas. Oui. C'est l'utilisation de musique latine. Ouais, alors justement... Enfin, c'est Nat King Cole, mais... Alors, justement, parce que... faut savoir, Clara et moi, on a fait un épisode il y a pas longtemps dans notre école musicale qui était dédié à la bossa nova. Avec tout mon amour. Avec tout mon amour, Rio. Ouais. Et on a parlé essentiellement de bossa nova, mais c'est vrai que je me rappelle dans mes recherches, par moment, je m'égarais sur un autre style, parce qu'il est dans mes playlists un peu latines que j'ai sur Spotify. Et c'est exactement ce style de musique que chante Nat King Cole dans ces trois différents morceaux dans le film. C'est un style qui s'appelle le boléro. Ok. Voilà, c'est très précis. Donc les chansons chantées par Nat King Cole, là on a Te quiero dijiste, Aquelos ojos verdes, qui veut dire green eyes en fait. Et on a la fameuse Quizás, 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 qu'on connaît aussi en anglais comme Perhaps, Perhaps, Perhaps. Ok. Voilà. Moi, c'est des chansons que j'écoute depuis longtemps, que j'adore. J'ai un peu grandi là-dedans, quoi. Et Nat King Cole, moi, c'est pareil, je le connaissais bien. C'est un fameux... Enfin, je suis pas la seule, hein, mais c'est un fameux crooner américain et grand pianiste de jazz, quoi. Ouais. Moi, ma préférée... On va dire que pour moi, la chanson emblématique pour moi de Nat King Cole, c'est le L-O-V-I. Ok. Love, tu sais, c'est genre L is for the way you look at me. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a chanté en premier. C'est une bonne... faudrait que je recherche, tu vois. Mais je sais que moi, si tu me parles de Nat King Cole, de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est Love. Ok. L-O-V-E. Ok. Voilà. Ouais. Mais du coup, ce qu'il a fait pour... les chansons utilisées dans In the Mood for Love, c'est vraiment teinté latin. Ouais. Et c'est sur un album qui s'appelle genre To My Latin Friends, To My... Ah, d'accord, il y a vraiment un titre, d'accord, ça j'ai pas vu. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser surtout à Buena Vista Social Club. Ouais. Ça a ce ton un peu cubain, quoi. Comment il s'appelle? Ferrer, je me manque son prénom. Ibrahim Ferrer. C'est un artiste assez connu, un peu dans le même style. Est-ce qu'il est pas lié au Social Club? Parce que je me mélange parfois. Bon, Ibrahim Ferrer chante une des chansons chantées dans le film là par Nat King Cole. Est-ce qu'il chante pas Green Eyes justement? Ou Te quiero dijiste? Mais bon, du coup, on est à Cuba quoi. Ouais. Dans l'ambiance. Je savais pas que ça s'appelait du boléro. Voilà, et du coup, le boléro, c'est cubain quoi. Hein, oui. Enfin, c'est cubain. Non, c'est pas cubain, c'est espagnol. C'est une danse de bal et de théâtre à 3 temps, donc c'est comme une valse un peu, c'est à 3 temps. Donc c'est peut-être ça aussi le côté un peu romantique. C'est une danse à 3 temps. Alors c'est pas une valse, mais presque quoi. Et qui a apparu en Espagne au XVIIIe siècle. Mais je pense qu'elle a bien été popularisée par la vague d'artistes cubains. Ouais. Au 19e quoi. Au 20e, pardon. Oui. Au 20e siècle. Ouais. Voilà. Ouais. On a parlé de la photo, on a parlé de la musique, on a parlé de l'histoire. Moi, il y a un autre truc que j'aimerais juste rajouter. Je crois que j'en avais parlé dans la fois où j'ai parlé de In the Mood for Love. Oui. J'avais parlé de la scène finale à Angkor Wat. Oui. Et que j'avais adoré comment c'était filmé. Et en fait, quand on parlait au tout début de l'épisode là, du fait que c'est très étriqué Hong Kong. Oui. Là, tout d'un coup, on a une vue
Oui, c'est vrai. C'est très global, qu'on voit tout le site, c'est super bien filmé. Ça me fait penser que tout le long du film, on ne voit jamais le ciel. Non. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc qui est typique de Hong Kong, du fait qu'ils vivent entourés d'immeubles et de gratte-ciel immenses, fait que comment on va filmer les acteurs tout le long, c'est toujours en plein pied. On va jamais ou alors en gros plan sur eux, quoi. Mais on va jamais filmer avec un panorama où on va les voir en tout petit dans Hong Kong. Non. Il n'y a pas la place pour ça. En fait, on ne voit jamais, alors qu'il pleut beaucoup. Hein, ouais, aussi. Et pourtant, on ne voit jamais les nuages. Ouais. C'est drôle, maintenant que tu le dis, je réalise. Ouais, alors qu'à Angkor Wat, c'est le moment où Tony Leung, le personnage de Tony Leung se libère un peu de son secret. Ouais. Tu sais, il murmure dans le mur, machin. Et donc, et là, tout d'un coup, on a une espèce de grandeur. Avec les paysages, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vrai. Et après avoir vu Happy Together, c'est un truc qui revient pas mal. Okay. Dans Happy Together, c'est les chutes Victoria qui sont... Oui, c'est les chutes Victoria. Oui, c'est les chutes Victoria qui sont filmées vraiment de haut, et ça fait vraiment documentaire, mais c'est trop beau. D'ailleurs, il y a un extrait de film... de Lina, je cherchais là, où on voit le général de Gaulle arriver au Cambodge, acclamé. Oui, c'est vrai, oui, des images d'archives. Tu me parles de documentaire, tu vois, je pense à ça d'un coup. Oui, des images d'archives, un peu pour un peu contextualiser aussi. Ouais. Mais ça m'a surpris d'un coup d'entendre du français. On est passé du cantonais au français. J'ai fait, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est voulu, c'est normal, c'est pour nous, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est juste, c'est le film, d'accord. C'est le film, ouais. Ouais. Ah, d'ailleurs, ça, vite fait, de manière anecdotique, dans la traduction là en français au cinéma, il y a un moment dans la cage d'escalier, au tout début, t'as Madame Chan qui bute un peu, comment dire, qui effleure sa voisine, enfin en montant, en gros, elle se rentre dedans un petit peu, mais pas vraiment, quoi, gentiment. Et apparemment, je pense que Madame Chan est un peu pressée. Du coup, ils l'ont traduit par... elles échangent 2-3 mots et ils l'ont traduit par vous sortez genre oui, un truc comme ça. Alors qu'en réalité, parce que je me rappelle comment on dit au moins merci et excusez-moi en cantonais, elle dit juste désolé, merci, quoi. Elle dit umgoy. Alors, je sais plus parce que... j'ai appris juste 3-4 mots en cantonais, mais en gros, t'as umgoy ici et umgoy sai. Il y en a un, c'est pardon, et il y en a un, c'est merci. Et du coup, souvent, tu dis juste umgoy et ça sert aux deux, quoi. Tu vois. Et du coup, dans la cage d'escalier, elle dit umgoy et ils l'ont pas traduit, du coup, en français. Ils l'ont traduit comme si elle avait dit ah, vous sortez, alors que non, pas du tout. Il n'y a pas eu ça, en fait. C'est encore plus succinct que ça. Ça montre comment, quand même, malgré tout, on peut encore interpréter un film selon qui a traduit derrière, quand même. Voilà. Et ça enlève le charme du cantonais, du coup. Tu vois, un peu. On l'a dans l'oreille, quoi. Bah, c'est vraiment une anecdote, hein, mais voilà. Sinon, oui, bien sûr, j'ai pu admirer le défilé de robes de Madame Chan. Voilà. Interprété, par contre, c'est vrai, on l'a pas dit, mais par Maggie Cheung. Maggie Cheung. Et d'ailleurs, son acolyte, on n'a pas parlé non plus, Tony Leung, quoi. Ouais. Qu'on adore. Oui. On est allé voir Shang-Chi au cinéma juste la semaine dernière, en fait. Ouais, alors, même pour moi, c'était juste pour Tony Leung. Je dois l'avouer, parce que Marvel, j'en ai rien à faire. Mais alors, Tony Leung, c'est important. Moi, c'était un peu... c'est un peu tout. Après, j'aime beaucoup les films fantastiques chinois, moi, un peu. Donc... Mais alors oui, Tony Leung, c'était la première fois que... Je pense que c'était la première fois que je le voyais. Alors peut-être que j'ai pas de souvenir d'autres films où je l'ai vu dedans. Ouais. Mais bon, ça, comme on disait, pour un Marvel, il n'y a pas besoin d'être un super grand acteur. C'est sûr. Ce qui compte, c'est l'action, les effets spéciaux, les grands plans de caméra, les décors, enfin voilà, quoi. Tout l'inverse de In the Mood for Love. Ouais. Tout l'inverse, carrément. Pas du tout la même ambiance, quoi. C'est pas du tout... c'est minimaliste au possible, quoi, In the Mood for Love. Ouais. Alors par contre, les robes, encore une fois, ces robes... Les Shipao, là. Oh là là. Ouais. Mais elles lui vont tellement parfaites. Ouais. Et on voit qu'elle tourne autour de, j'imagine, 7 robes. Pour un semainier, t'imagines, de robes. Je pense que ça doit être ça à peu près. Ouais.
Par contre, si, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand tous les deux, ils sont de bonne humeur, où ils sont dans In the Mood for Love, souvent, elle porte la même robe à fleurs, et lui, souvent, il porte sa cravate fantasy. Et on le voit aussi à la fin... où ils cherchent un peu à se trouver l'un et l'autre, mais ils se trouvent plus là. Tu vois, ils jouent un peu au chat et à la souris. Pareil, on retrouve les motifs floraux quand ils sont par la fenêtre chacun. Tu regarderas les rideaux, la lampe qui est juste derrière elle. Ouais. D'ailleurs, cette lampe, elle dénote pour moi. C'est le seul élément de tout le film où je me suis dit, ça, c'est pas un motif années 60. Mais je crois que c'était un choix volontaire parce que dans la composition de l'image, c'était un bon équilibre pour le choix des fleurs et pour exprimer ce que le photographe voulait exprimer à ce moment-là où elle est à la fenêtre et elle regarde l'appartement voisin. Je vois la scène, mais je vois pas du tout la lampe. C'est un genre de motif hibiscus très années 2000, tu vois. Okay. Mais le truc, c'est que c'est dans des tons marron chauds, donc ça va. Ça passe, années 60, quoi. Mais c'est genre, moi, du coup, j'ai bugué et j'étais là en mode... Oui mais non. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un motif hibiscus comme ça dans les années 60 ? Je suis pas sûre. Hein. Parce qu'autant le motif floral plein de roses et machin, ça je veux bien, il fait un peu grand-mère quoi. Mais là j'étais ok. Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui pense que je sais pas. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un film qui est sorti en 2000 quoi. Ouais. Et du coup, beau travail quand même pour qu'on oublie complètement, que c'est un film qui a été fait en 2000. Parce que tu croirais qu'il a été réalisé en 60, hein, voilà. D'ailleurs, ce film a reçu des prix quand même, on peut les citer, là, je les ai écrits face à moi. Donc Tony Leung, forcément, il a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2000. Ouais. Il a reçu le prix du meilleur acteur au Hong Kong Awards aussi en 2000. Pareil pour Maggie Cheung. Direction artistique, costume, montage par William Chang. Ils ont tous reçu des prix, des awards au Hong Kong Awards en 2000. Après ce film, il a aussi eu un grand prix de l'Union de la critique de cinéma en 2001. Le César du meilleur film étranger en 2001. Juste ça. Et British Independent Film Award du meilleur film étranger. Et encore bien d'autres prix et nominations, mais j'ai pas tout... Pas tout noté, ouais. Pas tout noté. Voilà. Donc effectivement, c'est un film assez apprécié par la critique de manière générale. Franchement, en même temps, comment faudrait pas difficile. C'est dur, hein. Mais après, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a trouvé ça ennuyeux. Voilà, c'est le bémol que j'annonçais au début, c'est-à-dire que j'ai pas pu m'empêcher la première heure de parfois regarder mon téléphone pour savoir quelle heure il était, parce que, comme je disais à Clara, ça par contre je te l'ai dit il y a 2 jours, je pense que quand je suis arrivée à la salle de cinéma, j'étais un peu pressée parce que je voulais faire une course avant d'arriver au cinéma et tout, donc je suis arrivée juste à l'heure. Ouais, t'étais dans un mode speed, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai un peu couru pour arriver à la séance. Et du coup, le changement de rythme est brutal. Complètement, ouais. Et c'est ça, je pense aussi, qui a dû jouer avec le fait que pendant la première heure, enfin peut-être pas la première heure, j'exagère, mais au moins la première demi-heure, j'avais tendance à regarder mon téléphone, je me disais c'est un peu longué, tout ça. Alors que, comme je disais à Clara, en sortant de la séance, je m'étais totalement adaptée au rythme du film. Et je suis sortie de là, j'ai cru que je sortais d'un sauna ou d'une séance de massage, quoi. J'étais détendue au possible. C'était divin. Ouais, non, mais pareil, après, tu te sens comme accompli, genre... ça fait du bien, quoi. Et j'étais trop bien, quoi. J'étais bien. Je devais aller rejoindre une pote juste après. J'avais 1 heure devant moi, une demi-heure de transport à faire, tranquille. Ouais, bah ouais. Pas de problème. Voilà, les effets bénéfiques de In the Mood for Love. Ouais, c'est ce qu'on disait, genre si jamais t'as besoin de te détendre un jour, regarde In the Mood for Love. Si vous êtes stressé, que vous avez 1h30 devant vous. C'est pour ça qu'on attend avec impatience la sortie du Blu-ray. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais. On espère qu'il sortira vite. Oui. SVP. Très vite. Si quelqu'un écoute notre message. S'il vous plaît, on envoie une bouteille à la mer. Ouais. Voilà. Je crois que moi j'ai fait le tour. On a fait le tour de In the Mood for Love, ouais. Voilà. C'était notre petit épisode spécial. Qui sera certainement plus court que d'habitude. Ouais.
Donc si vous êtes in the mood for love... C'était l'occasion de parler du film, puisqu'on voulait absolument en parler. Voilà. Et c'est chose faite. Ça, c'est fait. Check. Voilà. Eh bien, à bientôt. Oui, à bientôt. On vous retrouve dans nos épisodes habituels. Exactement. Et on vous embrasse. Et on est toujours disponible sur Twitter, sur Discord, sur toutes les plateformes que vous voulez. Notre site contrelabel.com. Ouais. Tout attaché. Tout à fait. Et puis bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Ouais. Toujours pareil sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Oui. Sur YouTube, si vous préférez YouTube, vous pouvez toujours vous abonner et mettre des pouces bleus. Et surtout, partagez ce qu'on fait, s'il vous plaît. Si ça vous plaît, bien sûr, aussi. Oui, c'est la condition. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, à votre chat, à votre chien. Oui, bon alors, vous pouvez faire des sessions privées, si vous voulez, avec votre chat, votre chien. Oui, voilà, au travail, je sais pas, n'importe qui, quoi. Même à la caissière d'Intermarché, si vous voulez. Ah oui, vous pouvez, hein, de toute façon, c'est le bouche à oreille, c'est bien. C'est ça. On aime ça. Voilà. Eh ben, ouais. Bisous, bisous. Bisous. Salut. Ciao.